Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la réforme des retraites et de la question de la retraite d'une façon générale. Ce sujet est aussi clivant qu'intéressant parce qu'il nous permet, au-delà de la question centrale de l'âge du départ à la retraite, de nous intéresser d'une façon plus large à l'économie et à la façon dont est distribué l'argent dans une société capitaliste. Ce qui m'a marqué avec cette question des retraites et ce qui m'a marqué en écoutant les différents débats, les différentes polémiques autour de la retraite, c'est que tout le monde parle de l'âge du départ à la retraite et on pinaille sur est-ce qu'on doit partir à 62, à 64. Pour rappel, cette réforme prévoit de retarder l'âge du départ à la retraite à 64 ans. Et j'ai été assez surpris de voir que quasi personne, ne s'intéresse au montant des retraites. Combien les gens touchent en partant à la retraite, qu'ils partent à 60, 62, 64, 67, peu importe. Eh bien, le montant moyen de la retraite en France est de 1400 € par mois. Autant dire une misère. Et ce qu'on est en train de préparer avec ce système, et ce qu'on a toujours fait avec ce système, c'est de créer de la pauvreté chez les personnes âgées. On est en train, avec ce système par répartition, de créer des pauvres. Et moi, je pense que la question centrale, c'est pas à quel âge on part à la retraite, c'est comment on part à la retraite. Si t'as ta retraite, même à 55 ans, si t'as envie, avec 1400 €, tu vis comment ? Tu vis comment ? Si tu as fini de payer ton appartement, à la limite avec 1400 € pour vivre sans avoir à payer de loyer, peut-être que tu t'en sors. Mais 1400 €, si t'es pas propriétaire et que tu dois payer un loyer, comment tu fais ? Et je vais vous dire ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on a des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions de personnes âgées qui n'ont pas un rond, qui font la fin des marchés pour essayer de gratter des fruits, des légumes pas trop chers, qui regardent chez le boucher ce qu'ils peuvent se permettre, ou bien ils font du lèche-vitrine chez le boucher, tu vois, la viande c'est devenu un luxe, et ils se disent, j'achèterai de la viande la semaine prochaine, cette semaine j'achète des fruits, et la semaine prochaine j'achèterai de la viande. Voilà ce qu'on est en train de préparer, et voilà ce qu'on est en train de créer. La misère, la pauvreté et la misère. Et ça me rend fou de voir dans ce pays, la France, les gens se branler, s'astiquer la nouille sur « je pars à 60, à 62, à 64 ». Tu seras pauvre, quel que soit ton âge de départ. Donc la question à se poser, c'est comment faire pour ne pas finir pauvre à 60 ans. C'est ça la vraie question. Et c'est pour ça que dans tous les pays développés, dans tous les pays où les gens réfléchissent, la Suisse, la Suède, le Royaume-Uni, les États-Unis, dans tous les pays avec un minimum de bon sens, la retraite par capitalisation s'est imposée. Et en France, on aime bien parler, on est un pays de la théorie, on parle, et on se demande jamais comment font les gens. Moi, tout petit, moi qui ai vécu en Normandie, on observait toujours les Anglais qui débarquaient et qui achetaient des maisons en Normandie, en Bretagne. Et on se demandait jamais comment ils font. Il n'y a pas de Français qui achètent de maisons au Royaume-Uni, on n'a pas de thunes. On n'a pas un rond en France. Il y a que les Anglais qui viennent chez nous pour acheter. Et pourtant, c'était pas des millionnaires. C'était des personnes âgées, des couples qui débarquaient en Normandie et qui achetaient des maisons. Et t'as les Français qui regardaient ça, les Normands, ils se disent, mais ils font comment ces Anglais ? Ils débarquent, ils ont de la thune. Comment ils font ? Eh bien, l'Anglais, avec sa retraite par capitalisation, il arrive en général avec un petit pactole d'1,5 million, de 2 millions à la retraite. Et il arrive à acheter une maison en Normandie. Voilà comment ça se passe. Et il y a un auditeur qui m'a dit, j'avais dit une fois que tout le monde pouvait devenir millionnaire si on s'en donnait les moyens. Tout le monde. J'insiste, je répète, je persiste et je signe. Tout le monde peut devenir millionnaire. Et un auditeur m'a dit, l'observateur, tu racontes de la merde, t'es sur un petit nuage, tu ne comprends rien, tu ne comprends pas la souffrance des classes populaires, t'es perché, t'es un petit bourgeois. Je vais te dire quelque chose à cet auditeur. Un conseil, essaye de me suivre juste sur ce point. Après, tu peux m'oublier, m'ignorer, ne plus consulter aucun contenu de l'observateur. Suis-moi juste sur ce point. Je vais essayer de t'expliquer comment fonctionne la retraite par capitalisation et comment toute personne disciplinée peut devenir millionnaire et comment tout le monde, sous réserve d'être discipliné et organisé,
peut devenir millionnaire. Millionnaire, c'est quelqu'un qui a 1 million en liquide. On ne compte pas l'immobilier, on ne compte pas ce que tu peux avoir à droite et à gauche. On parle de liquidité. Donc, ou du cash, ou des actions, ou des obligations, quelque chose de liquide que tu puisses dépenser. Et ce que je vais vous montrer à l'écran, c'est une simulation de l'intérêt composé. C'est comme ça que fonctionne la retraite par capitalisation. J'en ai parlé sur Patreon il y a plus d'1 an. Les gens qui me suivent sur Patreon savent déjà comment ça fonctionne. J'ai fait une série de 6 ou 7 podcasts pour expliquer ça. L'intérêt composé signifie simplement que l'intérêt que te rapporte ton placement est réinvesti constamment. Et comment ça fonctionne en Angleterre? Je vais vous expliquer, parce que l'autre idée reçue sur la retraite par capitalisation, c'est que c'est la bourse, c'est un auditeur qui m'a dit ça aussi, c'est du boursicotage, c'est le casino. Non, c'est pas le casino. Là encore une fois, ferme ta gueule 2 secondes et écoute. C'est pas parce que t'es con, médiocre et que tu ne comprends rien que tout le monde doit se mettre à ton niveau. Écoute bien comment fonctionne la retraite par capitalisation et arrête de raconter de la merde. Tout d'abord, c'est pas un truc perché où l'État n'intervient pas, où tout le monde est comme une ballerine, j'achète, je vends, j'achète, je vends. Non. Pour commencer, t'as l'entreprise qui participe à ta retraite. Et en Angleterre, lorsque t'investis 100, ton entreprise investit 100 également. L'employeur double la mise. Donc, point numéro 1, dans la retraite par capitalisation, les employeurs sont obligés de gonfler la retraite de leurs salariés. Donc, lorsque tu mets 200 €, ton employeur met aussi 200 €. Donc, la somme totale investie est de 400 €. Et ça ne s'arrête pas là parce que l'État, oui, la retraite par capitalisation, c'est pas un truc perché. L'État intervient et s'en occupe également. Au Royaume-Uni, l'État top-up ajoute 25% au montant total. Donc, lorsque tu investis 100 €, lorsque tu mets 100 € sur ta retraite, l'employeur met également 100 € et l'État ajoute 25%. Et on va faire la simulation de quelqu'un qui cotise pendant 40 ans à la retraite britannique. Il choisit son fonds de pension. Vous avez Vanguard, Fidelity. C'est très bien organisé. Il y a un choix quasi illimité. Des structures sérieuses, solides. Vanguard, c'est pas des branleurs. Fidelity, c'est pas des branleurs. C'est des trucs aussi solides que l'État français. La personne qui vous dit Vanguard, c'est du boursicotage, n'a rien compris à ce qu'est Vanguard, n'a rien compris à Jack Bogle, n'a jamais lu Investir avec bon sens, qui est l'un des meilleurs livres qui eût été écrit sur l'investissement, sur la diversification. En plus du livre de Benjamin Graham, L'investisseur intelligent, chapitre 9 et chapitre 20, tu vois, je te mâche même le travail. Si t'as jamais ouvert un livre de finance de ta vie, Benjamin Graham, L'investisseur intelligent, chapitre 9 et chapitre 20. T'as même pas besoin de tout lire, tu vois, je te mâche le travail. Je sais que t'as pas le cerveau à ça, je sais que t'as jamais ouvert un livre de ta vie. Et là, je parle à cet auditeur qui me dit, c'est du boursicotage, c'est du bricolage, c'est l'oligarchie, toutes ces conneries qu'on entend un peu partout. Je suis fatigué de la gauchiasse. Ça me fatigue. Le pire, c'est que votre critique n'est basée sur rien. Vous ne pigez rien. Vous ne comprenez rien. Vous n'avez jamais ouvert un livre de finance de votre vie. Et vous êtes là, perché à balancer des termes, l'oligarchie, les Rothschild. Ça me fatigue. En fait, c'est pas que ça me fatigue, ça m'attriste. Ça m'attriste parce qu'il y a des générations de jeunes Français qui peuvent s'éduquer, qui peuvent enfin comprendre quelque chose à la finance, qui peuvent arrêter de se faire sodomiser par l'État communiste et qui malheureusement grandissent dans cet environnement de paumés, de tocards, de gauchistes, de gens qui ne comprennent rien à rien. Et ça me tue, j'ai de la peine pour vous. Mais je vais reprendre un peu mes esprits, je vais me calmer un peu. Je dois avoir le niveau de testostérone un peu trop élevé en ce moment. Je rentre de la gym et je dois avoir un pic de testo. Ce qui explique peut-être ma colère. Donc on va se calmer un peu. Conseil de lecture, Benjamin Graham, L'investisseur intelligent, chapitre 9, chapitre 20. C'est un livre qui peut être saoulant, c'est un livre qui peut être technique. Donc, si vous n'arrivez pas à tout lire, lisez le chapitre 9 et le chapitre 20. Ensuite, Jack Bogle, Investir avec bon sens.
Jack Bogle, c'est le créateur. C'est le mec qui a créé Vanguard, qui a créé les fonds indiciels. Le fonds indiciel est l'une des inventions les plus puissantes en finance de ces dernières années. Ça a démocratisé l'investissement. Voilà ce qu'a fait Vanguard. Pour les gens qui critiquent Vanguard ou pour ceux qui n'ont rien compris à Vanguard, ce qu'a fait Vanguard, c'est qu'il a démocratisé l'investissement et qu'il a rendu accessible à tout le monde. Avant, il y avait que les super riches qui pouvaient passer des ordres de bourse. Fallait appeler ton broker, il va te sélectionner des actions, c'était compliqué, c'était cher. Chaque ordre de bourse coûtait 15 euros, 20 euros ou 15 dollars, 20 dollars. Vanguard arrive, Jack Bogle arrive et dit « Moi, je rends l'investissement accessible à tout le monde. » Et les frais de Vanguard sur le S&P 500, l'indice américain, sont de 0,07%. On n'a jamais vu ça de toute l'histoire de la finance. Jack Bogle a décidé de niquer les brokers de Wall Street. Il dit poliment, parce que c'est un gentleman, Bogle, c'est pas un clochard, c'est un mec, tu le vois, il y a de la prestance, c'est pas n'importe qui. Et d'ailleurs, le fonds indiciel, l'invention du fonds indiciel, c'était sa thèse. Je ferai peut-être un sujet complet sur Jack Bogle, c'est un homme qui me fascine, c'était sa thèse universitaire, le fonds indiciel. Voilà ce que produisent les universités américaines. Et il dit, je veux que tous les Américains puissent prendre leur part du marché. C'est ça la philosophie de Vanguard. Je veux que tout le monde puisse prendre une part des profits, une part de ce capital. Et voilà ce qu'est Vanguard. Ça vous permet de prendre votre part du marché. Et sans plus tarder, je vais vous faire cette simulation que je vais vous mettre à l'écran. Je vous mettrai le lien du site qui m'a permis de faire cette simulation. Donc, quelqu'un qui investit sur 40 ans avec une mise de départ de 5 000 euros. Voilà, tu commences à investir à 25 ans jusqu'à 65 ans. Tu commences avec 5 000 euros et tu mets 500 euros tous les mois. Sachant que dans un système par capitalisation, quand tu mets 500, en réalité, tu n'en as mis que 200. Tu mets 200, ton employeur met 200 et l'État fait un top-up. Ils ajoutent 25% à la totalité. Donc 200 euros investis, c'est 500 euros sur ton compte. Et on va prendre un rendement de 7%. Un rendement de 7%, c'est un peu en dessous de ce que fait la bourse. La bourse fait du 9% par an. 7%, c'est un portfolio diversifié. Parce que là encore, un autre mythe au sujet de l'investissement ou de la retraite par capitalisation, c'est que c'est volatile, ça monte, ça descend. Là aussi, j'ai entendu quelqu'un parler de ça, des vidéos où il expliquait que c'est pas sérieux, c'est de la merde, c'est très très dangereux. Non, tu peux te construire un portfolio constitué d'actions et d'obligations. Les obligations, c'est de la dette d'État qui rémunère peu, mais qui rémunère de manière très stable. Et les actions, ça rémunère beaucoup plus, mais c'est volatile. Mais quand ton portfolio est diversifié en actions, obligations, tu diminues sa volatilité. Alors oui, il y aura des années meilleures que d'autres, mais en tout cas, sur les 150 dernières années, un portfolio actions-obligations a fait du 7%. Et donc, cette simulation nous donne, accrochez-vous bien, écoutez bien, 1 356 000 euros et des brouettes. 1 356 000. Voilà avec quel montant tu partiras à la retraite. Et voilà comment les Britanniques débarquent et achètent des maisons en Normandie. Ensuite, la logique de la retraite par capitalisation, c'est pas que tu prends tes 1 300 000 et tu vas faire la fête à Vegas, tu te payes des putes, etc. C'est pas ça la logique. Ce capital, il ne faut pas le toucher. Il faut le laisser en bourse, il faut le laisser placé, il continue à produire du rendement et tu retires en général 4%. C'est le 4% rule, la règle des 4%. Pourquoi ? Parce que le rendement d'un portfolio équilibré action-obligation, c'est 7%. Toi, tu ne retires que 4%. Donc, ton portfolio continue à faire du rendement. Tu ne tapes jamais dans le capital. Et donc, sur les 1 356 000, tu peux retirer 70 000, voilà, 70 000 euros par an. Ça sera 70 000 bruts et ça deviendra ton salaire. Ça deviendra le montant que tu toucheras à la retraite sans taper dans ton capital. Et bien sûr, vu que tu n'as pas consommé ton capital, tu laisseras ce capital à tes enfants, qui le laisseront à leurs petits-enfants. Et voilà comment on construit une richesse multigénérationnelle. Donc, je répète, tout le monde peut devenir millionnaire sous réserve d'être discipliné. Parce que qu'est-ce que ça implique
devenir millionnaire et faire 1,3 million sur les 40 ans où on met 500 euros par mois ou 200 avec l'employeur qui complète le reste. Ça veut dire qu'on est rigoureux, ça veut dire qu'on est discipliné, ça veut dire qu'à aucun moment on ne tape dans sa retraite pour aller faire le fou. Et voilà pourquoi, malgré le fait que tout le monde peut virtuellement devenir millionnaire, très peu le deviennent. Pourquoi ? Parce que les gens disciplinés sont rares. La majorité des gens n'ont aucune discipline. La majorité des gens vivent dans le court terme. Et c'est quoi le dénominateur commun de tous les pauvres ? C'est le court-termisme. C'est même pas le fait qu'ils manquent d'intelligence. Vous savez, Warren Buffett a dit quelque chose d'incroyable. Il a dit en investissement, si tu as 130 de QI, c'est que tu as 40 points de trop. Écoutez, c'est très intéressant ce qu'il dit et philosophiquement, c'est très profond. En investissement, si tu as 130 de QI, tu as 40 points de trop. Pourquoi ? Parce que un quotient intellectuel de 90 peut investir et c'est même mieux. Pourquoi ? Parce que quand tu es trop intelligent, tu as tendance à te croire plus intelligent que tout le monde et tu as tendance à faire des bêtises. Donc au lieu d'être bête et discipliné, de prendre un portfolio simple, sur le long terme, et là encore, Vanguard, une entreprise incroyable. Et j'ai de la peine de savoir que Vanguard n'existe pas en France. Vous savez, j'ai entendu des gens dire ouais, Vanguard veut mettre la main sur la retraite des Français, BlackRock veut mettre la main sur la retraite des Français. J'ai envie de dire, you wish, si seulement Vanguard mettait les pieds en France. Vous voyez ça comme un drame, je vois ça comme l'une des meilleures choses qui puissent arriver à la France. Qu'est-ce que propose Vanguard à l'investisseur ? Admettons, tu n'as ni le temps, ni l'énergie, ni la capacité. Vanguard te propose ce qu'on appelle des target retirement, une date de départ à la retraite que tu choisis en fonction de ton âge. Donc si tu n'as aucune idée de l'investissement, si tu n'as pas le temps parce que tu es occupé, parce que tu as des enfants, parce que tu travailles, tu te dis « j'ai pas le temps, moi, l'observateur, le S&P 500, les actions, les machins, je sais pas comment faire ». Vanguard, sur leur site, te propose une date fixe à laquelle tu souhaites partir à la retraite. Donc il y a toutes les dates, 2065, 2055, 2045, en fonction de ton âge. Tu choisis la date de départ à la retraite et t'achètes le fonds ou t'investis dans le fonds qui correspond à ta date de départ à la retraite. Donc là, j'ai pris 2065, admettons, tu es très très jeune, ta date de départ à la retraite, c'est 2065. Tu vas chez Vanguard et ils ont un portfolio qui est déjà tout fait pour toi. C'est un portfolio équilibré qui est lourdement chargé en actions parce que quand tu es jeune, il faut être en action et plus tu vieillis, plus tu augmentes la proportion d'obligations qui est l'élément stabilisateur de ton portfolio de façon à diminuer le risque avec l'âge qui augmente. Donc lorsque tu es jeune, lorsque tu as 20 ans, 25 ans, tu vas être en 100% action. Lorsque tu approches la trentaine, tu vas être à 80% action, 20% obligation. Quand tu as 40 ans, tu vas être à 60% action, 40% obligation par exemple. Et là, tu n'as rien à faire parce que ce fonds va évoluer tout seul. C'est-à-dire que c'est un truc automatisé, c'est un algorithme et l'équilibre de ton portfolio, la diminution du risque va se faire automatiquement au fur et à mesure que tu approches de 2065. Donc non, ce n'est pas de la loterie, non, ce n'est pas du boursicotage, non, ce n'est pas le casino. C'est ce qu'on appelle du DCE, du Dollar Cost Averaging, c'est-à-dire que tu investis un peu tous les mois sur la durée, tu profites de la baisse, tu profites de la hausse, et ça te fait un rendement lisse sur la durée de ton investissement. Cette démonstration que je viens de vous faire, c'est la retraite par capitalisation pour les nuls. Pourquoi je me suis énervé ? Pourquoi je me suis emporté ? Parce que j'en ai marre de la médiocrité. J'en ai marre de la scène francophone qui est accaparée par des minables, par des abrutis qui n'ont jamais ouvert un livre de finances de leur vie. La première fois que j'ai vu une vidéo de Jack Bogle, la première fois que j'ai compris les fonds indiciels, la première fois que j'ai saisi ce qu'était la retraite par capitalisation, je me suis dit, mais je vais te faire une pipe, mec. C'est incroyable ce que tu viens de faire. Il y a Jésus et après il y a Jack Bogle. Alors, je sais que les gauchistes parmi vous qui m'écoutent vont dire « Ouais, non, je suis pas d'accord. » Pensez ce que vous voulez, les mecs. Pensez ce que vous voulez et
j'espère que vous profiterez pleinement de votre retraite à 1400 €. Moi, j'essaye de sortir de la merde ceux qui veulent regarder un peu plus loin, ceux qui veulent voir ce qui se fait un peu dans le monde, ce qui se fait en Suisse, ce qui se fait en Angleterre, ce qui se fait en Suède, ce qui se fait en Norvège, ce qui se fait dans les pays où les gens réfléchissent, ce qui se fait chez les protestants. Le catholicisme a pourri la tête des gens avec l'apologie de la pauvreté. C'est un peu le problème du catholicisme. Je respecte les catholiques, je respecte cette foi, je respecte les gens qui y croient, mais s'il y a un défaut au catholicisme, et s'il y a une seule chose que je n'accepterai jamais, qu'on ne me fera jamais accepter, c'est l'apologie de la pauvreté. Il n'y a rien de digne à être pauvre. Arrêtez votre délire du royaume des cieux et des pauvres et mon cul sur la commode. Il n'y a rien de digne à être pauvre. Et c'est pour ça que la vision protestante ne me choque pas. Elle choque peut-être beaucoup, mais elle ne me choque pas. Pour le protestant, la richesse est autant sur terre que dans l'au-delà. Les protestants n'adhèrent pas au discours de « je souffre sur terre, je galère, je m'en prends plein la gueule, mais l'au-delà, ça sera génial ». Les protestants disent « non, 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 moi je vivrai bien sur terre et dans l'au-delà ». C'est pas un choix, genre je vis bien sur terre, je souffre, et après les portes du paradis pleines ouvertes et mon cul sur la commode, ou le contraire, si je suis riche sur terre, je profite, mais après j'irai en enfer. Les protestants, c'est comme ça qu'ils se séparent des catholiques, ils disent non, 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 arrêtez votre diarrhée, on n'en veut pas, nous on veut vivre bien sur terre et dans l'au-delà. Et voilà comment les protestants ont construit les nations les plus riches de la planète. Je l'ai toujours dit, tu prends une carte du monde, tu prends un crayon rouge pour les pays catholiques, un crayon bleu pour les pays protestants. Tu commences avec les pays protestants, États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Angleterre, Suisse, que de la thune. Partout, ça déborde de thunes. Suède, Norvège, les Nordiques d'une façon générale. Le crayon rouge, c'est la carte de la pauvreté. L'Europe du Sud, l'Amérique latine, que de la misère. Tu te balades dans les rues au Brésil, Jesus, Jesus. Je me souviens à Noël, ça m'avait marqué. J'étais à Noël à Rio, je me balade dans la rue. Il y a un mendiant avec le tableau de Jésus. Il est là, Jesus, Jesus, il fait la manche. Mais je fais, mais putain, Jesus, il t'a aussi dit, lève-toi et marche. Qu'est-ce que t'es là à faire le pleurnicheur? Qu'est-ce que c'est que cette mentalité de déchet? Et le mec était en bonne santé. C'était un Brésilien en bonne santé. Il était juste accroupi par terre. Il n'était pas aveugle, il n'avait pas de handicap. Il pouvait marcher, il avait une musculature correcte. Il n'y avait rien en lui qui pouvait montrer un handicap ou un handicap évident. C'est juste que dans ces pays-là, la pleurniche est institutionnelle. Voilà, dans les pays catholiques, la pleurniche et la pauvreté est institutionnelle. Et moi, personnellement, je vais vous le dire très clairement, l'Angleterre m'a sauvé la vie. Mon départ en Angleterre m'a sauvé la vie. J'étais, comme tout Français qui se respecte, en finance, une merde. Une merde intégrale. J'adhérais au discours, les Rothschild, les capitalistes, les méchants. J'adhérais à ce discours de merde, ce discours toxique, parce que je comprenais pas, je savais pas. Je n'étais pas éduqué à la finance et à l'argent. Je n'en savais rien. Pour moi, oui, le capitalisme, c'est les méchants, ils s'en foutent plein les poches. Et en arrivant en Angleterre, j'ai rencontré des gens relativement sains, relativement décomplexés face à la chose. Et la première fois, le premier échange que j'ai eu sur le sujet, c'était avec l'un de mes collègues. Je lui pose la question de la retraite. On était en train de déjeuner et je lui dis « Comment ça se passe ici ? Ça fait déjà quelques mois que je travaille. J'avais quitté la France et en France, tu te poses pas ce genre de questions. En France, c'est l'état maternel. Ils te prennent depuis l'enfance. Tu réfléchis à rien. Tout est géré par l'État, la santé, l'école, l'université. Jamais tu te poses une question dans ta vie. Tout est géré. » Et là, je demande à mon collègue comment ça se passe, la retraite ici. Il me dit comment ça se passe. Je dis les cotisations, ça se passe comment quoi? L'État, machin. Il me dit non, tu te démerdes. Enfin, tu fais ta retraite quoi. Je dis comment ça, je fais ma retraite? Comment ça se passe? Il me dit tu fais ta retraite. Enfin, c'est à toi de décider ce que tu fais, En fait, il comprenait même pas ma question. Il comprenait pas ma question qui consistait à dire comment on me prend en charge. Tu vois, t'arrives dans un pays libéral avec une mentalité de français, tu dis, premier réflexe, comment on me prend en charge? Moi, français qui ai toujours été pris par la main depuis le berceau,
Comment ça se passe? Comment ça, je gère ma retraite tout seul? Et là, il commence à m'expliquer. Il me dit, chacun fait son truc. Il y en a qui investissent dans l'immobilier parce qu'ils aiment pas trop la bourse. Mais en général, voilà quoi, c'est par capitalisation. Tu choisis ton fonds de pension où t'es pas obligé de prendre un fonds de pension. Hein. Vanguard, c'est pas un fonds de pension. C'est un fournisseur d'ETF. Et c'est à toi de construire ton portfolio. T'as aussi ce choix. Vanguard détient simplement pour toi les actifs, mais il n'y a pas de « si Vanguard s'effondre, je détiens toujours les sous-jacents ». C'est ça qu'il faut savoir. Vanguard est juste un intermédiaire, ils ne détiennent rien chez eux. Et moi, c'est la question de la retraite qui m'a amené à comprendre comment ça fonctionnait et comment on se prend en charge. Et l'Angleterre, c'est un pays où les pays anglo-saxons, c'est des pays où tu te prends en charge dans tous les sens du terme. L'université est payante, donc avant de faire des études, tu réfléchis. L'université, c'est 12 000 jusqu'à 20 000 livres sterling par an. Je te garantis que quand tu payes 12 000 livres sterling par an, tu fais pas histoire de l'art. Tu fais pas psycho, tu fais pas sociaux. Et les seuls en Angleterre qui font ces branches de merde, c'est la famille royale, c'est les gens très riches. Et vous savez, il y a souvent une incompréhension. On me dit souvent, l'observateur, tu critiques les sciences molles, mais tu as l'air aussi de beaucoup t'y intéresser. Tu t'intéresses à la psychologie, à la sociologie, à la psychanalyse. Alors, j'ai jamais dit que ces branches en soi étaient de la merde. Ce que je dis, c'est que si vous pensez les faire en gagnant votre vie, c'est de la merde. C'est ça l'arnaque. Si tu me dis, je suis rentier, mes parents ont une quinzaine d'appartes, et voilà, je vais récupérer l'héritage et je vais gérer des appartes, c'est ça mon avenir. Je vais te dire, fais ce que tu veux, mec. Tu veux faire psycho, sociaux, mazel tov. Pourquoi? Parce que tu vas pas en vivre. Dès que tu as fini de t'amuser, la fac de psycho, c'est bien parce qu'il y a des gonzesses, donc tu vas t'amuser, tu vas faire les soirées, tu vas taper 2-3 culs. C'est un environnement de branleur où tu vas t'amuser. C'est fait pour ça. Mais celui qui se fait enculer, c'est pas le rentier qui fait psycho. Lui, on s'en fout. Lui, il va faire psycho, il va s'amuser, il va apprendre des choses, il va apprendre des concepts, et après, il va récupérer les 15 appartements de papa-maman. Celui qui s'est fait enculer, c'est celui qui pensait faire psycho pour gagner sa vie. Lui, il s'est pris un concombre dans le fion, sans vaseline. Il sort de là, il envoie des CV. Ah tiens, je trouve pas de travail. Mais oui, connard, tu trouves pas de travail, tu t'attendais à quoi? Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Qu'est-ce que tu sais faire avec ton diplôme de psycho? La psycho, à la base, faut que tu trouves des fous pour les soigner. Hein. C'est un peu le concept. Et en général, ça finit prof ou ça finit dans le service public à s'occuper, à faire du social. Voilà. Et ça me permet de faire une très bonne transition parce que je vais mettre un peu d'eau dans mon vin. Je discutais avec un membre de ma famille qui travaille dans le social. Et lui a fait un diplôme, un truc sciences molles. Je sais plus s'il avait fait psycho, sociaux, un truc comme ça. Et il m'avait dit quelque chose de très intéressant. Et là, je vais vraiment nuancer tout ce que j'ai dit. Il travaille dans le social, il voyage beaucoup en France. Et il m'a dit une fois, tu ne connais pas la France profonde. Il me dit, tu ne sais vraiment pas ce qui se passe dans la France profonde. On avait ce discours au sujet du libéralisme, chacun devrait prendre son destin en main. Il me dit, ce que tu réalises pas en France, c'est qu'il y a des gens qui sont tellement déconnectés qu'ils ne peuvent pas être indépendants. Le problème du libéralisme, c'est que ça s'adresse à des gens qui ont la capacité à être responsables. Gérer sa retraite, tout seul, c'est la capacité de se prendre en charge. Choisir son université, payer ses études, ça demande un certain niveau d'indépendance, de discipline, de sérieux que beaucoup de gens n'ont pas. Et c'est ce qui m'a fait réaliser, oui, le libéralisme, c'est pas pour tout le monde, parce que tout le monde n'a pas cette capacité à se discipliner, à être sérieux, à s'organiser. Je viens de vous montrer la démonstration, je viens de vous expliquer comment on devient millionnaire. On investit sur 40 ans, le même montant tous les mois sur un fonds diversifié. Pour ceux qui veulent creuser plus la question, j'ai fait 6 ou 7 podcasts sur Patreon où je détaille l'intégralité de qu'est-ce que le fonds indiciel, comment on investit. J'ai parlé de la spécificité du PEA, comment on investit en Europe, parce que la France c'est un pays compliqué, donc t'investis pas sur Vanguard en France comme t'investis en Angleterre ou aux États-Unis. Tout est extrêmement compliqué.
T'as le fisc qui te surveille le fion, les mecs, s'ils entendent que tu commences à investir, alors là, ils vont commencer à te surveiller, je te garantis. Ils vont commencer, si t'as un fonds indiciel qui dépasse les 500 000, les 600 000 euros, tu vas avoir un agent du fisc à plein temps qui surveille ton fion. Je te préviens. Les mecs, ça les dérange, ils sont allergiques, ils aiment pas le fric, je sais pas, ils ont un problème. Dès que tu commences à devenir un peu riche, t'es suspicieux. Ça veut pas dire que t'as travaillé, que t'as épargné, que t'as été plus courageux, plus intelligent. Non, t'es suspicieux, t'as fait quelque chose. T'es un voleur. Et peut-être que j'en parlerai aussi sur YouTube, des fonds indiciels, mais j'ai pas envie de trop m'attarder sur ce sujet. Pour revenir à la question du social, il me dit en France, t'as des gens qui sont tellement perdus, tellement déconnectés, qu'on est obligé de leur prendre la main. Et lui, il travaille justement avec ces gens-là. Il me dit, j'ai travaillé avec des gens qui sont incapables d'ouvrir un compte bancaire, qui sont incapables de payer leurs factures. Ils sont perdus, ils sont largués. La notion même de l'épargne, ça les dépasse. Et là, je ne parle pas de gens handicapés, malades, cotorep, qui ont un autisme tellement avancé, tellement grave que ça atteint leur capacité à être indépendants. Je ne parle pas de ces gens-là. Je parle de gens normaux. Ils ne sont atteints d'aucune déficience mentale. Ils ont simplement décroché socialement. Et il me dit, en France, il y en a plein. Et il continue en me disant, c'est un choix de société. En France, on a décidé de s'occuper de ces gens-là. En Amérique, on s'en fout. Marche ou crève. T'es pas capable de te démerder tout seul, c'est ton problème. C'est le choix de la société libérale. Il est vrai qu'en France, on a choisi une autre voie. C'est notre ADN, c'est notre façon de penser. Les peuples ne sont pas identiques. Le français n'est pas un anglais, le français n'est pas un américain. Et je pense pas qu'il faut que le français devienne un américain. C'est pas du tout ce que je dis. Même si mes propos peuvent paraître agressifs, excessifs, etc. Il m'arrive de caricaturer et je le fais volontairement. Mais c'est vrai que le français n'est pas un américain. Et on a décidé collectivement en France que on allait s'occuper de ces gens-là, que la société allait les prendre en charge, que ça allait nous coûter cher, que ça allait nous coûter des impôts, mais on a décidé, comme un choix de société, comme un choix de civilisation, qu'on allait s'en occuper. Donc, pour ceux qui disent le libéralisme, c'est pas pour tout le monde, je suis d'accord, je valide complètement ce constat. C'est pas pour tout le monde, le libéralisme est vraiment un système qui fonctionne dans des sociétés où la mentalité s'y prête, dans des sociétés où les gens ont tendance à se prendre en charge, dans une société où, 1, les gens sont indépendants par nature, et 2, où les gens considèrent qu'on n'a pas à s'occuper des autres. Et ça, c'est la société anglo-saxonne. Ça peut choquer, on peut trouver ça dur, on peut considérer que tout le monde a le droit à une chance, qu'on doit jamais abandonner personne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas le choix qu'ont fait toutes les sociétés. Et notamment les États-Unis d'Amérique, qui assument complètement qu'il y a des pauvres et qu'on s'en occupera pas. C'est choquant en vue de France. C'est violent. Nous, on est le pays des restos du cœur, on est le pays de Coluche, on est le pays où on considère que tout le monde doit être aidé, quelle que soit la situation. Mais il faut comprendre que l'Amérique, c'est pas ça. L'Amérique, c'est t'es dans la merde et c'est ton problème. Et du coup, ceux qui arrivent vraiment à s'en sortir dans ces sociétés, dans ces civilisations, c'est tous ceux qui ont une grande capacité à l'indépendance. Donc oui, le libéralisme, ce n'est pas pour tout le monde, et je pense qu'il était important que je le rappelle. Et je pense aussi que si on s'occupait vraiment uniquement des démunis, ça ne serait pas un problème et ça ne serait pas un fardeau fiscal très lourd. Le problème en France, c'est qu'on ne s'occupe pas que des démunis. Il faut arrêter. Pour tous ceux qui ont mis les pieds dans un pôle emploi, vous verrez des gaillards solides, en bonne santé, des physiques de boxeurs en train de faire la queue à Pôle emploi. Tu comprends que ce qui touche le chômage, des aides, etc., c'est pas uniquement des gens fragiles qui savent pas trop s'occuper d'eux-mêmes. Il y a plein de gens en très bonne santé qui ont la pleine possession de leurs moyens, qui profitent du système. Et c'est ça qui fait peser un fardeau très lourd. Parce que pour ceux qui travaillent dans le social, les personnes qui ont totalement décroché, c'est une infime minorité. Donc tout en disant que le social est important et qu'on ne peut pas laisser les gens décrocher et complètement
tomber dans la pauvreté, faut aussi dire qu'il y a de sacrés abus, qu'il y a des gens qui touchent des aides sociales, mais qui sont capables de travailler, capables de s'en sortir, capables de se débrouiller, mais qui profitent allègrement du système social. Et je pense que le problème de la France, c'est ça, c'est pas le fait qu'on s'occupe des plus démunis, des gens qui sont complètement largués, ou en raison d'un handicap, et ça c'est la vie, ou en raison d'un décrochage, on ne sait pas, un burn-out, des gens qui ont abandonné. Et ça existe, il y en a, des gens qui ont abandonné l'idée même d'essayer de lutter ou de vivre, de trouver un boulot. Voilà, ils ont les bras ballants, ils ont démissionné de la société. Phénomène qu'on retrouve aussi au Japon, les hikikomori. J'avais fait un podcast aussi sur Patreon pour parler des hikikomori, qui est un phénomène assez inquiétant. Au Japon, des millions de jeunes hommes, alors peut-être pas des millions, je crois qu'ils sont 500 000, un demi-million, mais c'est une population en croissance, qui ont décidé de démissionner de la société. Ils veulent plus travailler, ils veulent plus payer d'impôts, ils veulent plus contribuer, parce que c'est trop dur, parce que c'est une espèce de burn-out généralisé, un burn-out de masse au Japon. Et ce que je voulais ajouter, c'est que au sujet des retraites, des gens qui manifestent, des gens qui vous disent faut défendre la retraite par répartition, la retraite par répartition va exploser. C'est une question de temps. Les chiffres de l'INSEE nous prévoient un effondrement démographique. On est passé de 4 actifs pour 1 non actif. Maintenant, la proportion actif-non actif va bientôt passer à 1,7 en 2040, puis 1,5 en 2070. Et un jour, on aura 1 pour 1. Il y aura une personne qui travaille pour une personne qui fait rien. Comment ça se passe ? Quelle est l'imposition qu'on va faire subir à celui qui travaille pour pouvoir financer celui qui ne travaille pas? Vous avez compris que c'est pas sérieux. Nous allons vers un effondrement démographique, et dans le cadre de cet effondrement démographique, cette pyramide de Ponzi qu'est la retraite par répartition, parce que là aussi il faut le dire, c'est quoi la retraite par répartition que tout le monde adule, que tout le monde trouve génial? C'est une pyramide dans laquelle les nouveaux entrants financent le train de vie des anciens. Ceux qui sont en haut de la pyramide récoltent l'argent des nouveaux entrants. C'est une pyramide qui marche. Tant que tu as une personne qui est déjà dans la pyramide financée par 4 nouveaux entrants, ça fonctionne. 4 pour 1, ça fonctionne. Mais dans le cadre de l'effondrement démographique qui nous attend, dès qu'il n'y a plus suffisamment d'entrants dans une pyramide de Ponzi, qu'est-ce qui se passe? La pyramide s'effondre. Et ça, tout le monde le sait, les politiques le savent, Macron le sait, sauf qu'il sait très bien que le peuple de France est difficile à gérer, est difficile à... S'il avait dit nous allons passer à la retraite par capitalisation, vous imaginez, on aurait eu des émeutes 10 fois ce qu'on a aujourd'hui, mais ils le savent, la retraite c'est une patate chaude aujourd'hui, tout le monde se la jette. Augmenter l'âge de départ à la retraite de 62 à 64, c'est une patate chaude, c'est tiens, le prochain va se démerder. Puis le prochain, il va monter l'âge à 65, puis 67, comme c'est le cas en Allemagne. Et on va se jeter cette patate chaude jusqu'à ce que les gens disent « Bon, 67, c'est un peu ridicule, hein. Autant aller jusqu'à la tombe. Ça ne sert à rien. » Donc ils le savent, ne soyez pas dupes, tout le monde le sait. Les statistiques de l'INSEE en parlent, tous les think tanks en parlent, tous les gens qui réfléchissent un peu, qui ont les chiffres, savent très bien que ce système va s'éclater au sol. Et aujourd'hui, Macron manque de courage. Il aurait dû aller beaucoup plus loin. C'est ridicule ce qu'il fait. Tout ce bruit pour ajouter 2 ans, c'est n'importe quoi. Autant y aller cash. Révolution pour révolution ou révolte pour révolte, autant aller au bout. Et autre chose que je souhaitais préciser au sujet du système anglais, ce n'est pas un système qui est exclusivement par capitalisation. Il y a une petite partie qui se fait par répartition, et qui représente à peu près 700 livres sterling. Et c'est certainement le modèle vers lequel on doit aller en France, et c'est celui qui existe aussi en Suisse avec des piliers. Le premier pilier qui est une espèce de retraite étatique un peu par répartition, puis le deuxième et le troisième pilier qui est plutôt une retraite par capitalisation que chacun gère en fonction de l'entreprise dans laquelle il est, de sa situation, s'il est indépendant, s'il est salarié, etc. Et je pense que ça, c'est un système qui pourrait fonctionner. Une part fixe, qui pourrait être de 900 € par exemple, et une part par capitalisation. Et ce qui se passe pour les Anglais, c'est que les 700 €
Même pour les Américains qui ont le Social Security, donc ils ont quelque chose, il y a une petite base qu'on touche quoi qu'il arrive, et vient s'ajouter à ça le capital qu'on a constitué. Hein. Donc pour celui qui arrive à la retraite avec 1,3 million, pour revenir à la simulation que j'ai fait, bien il touchera ces 70 000 annuels qu'il retirera tous les ans, les fameux 4%, et il touchera en plus les 700 euros par mois, ou les 700 livres sterling par mois, équivalent à 800 euros par mois et des brouettes. Ce qui fait des revenus très confortables, et voilà comment toutes les personnes âgées en Floride, en Californie, ces millions de personnes âgées qui vivent très confortablement, arrivent à le faire aux États-Unis. Et encore une fois, en France, on observe, on regarde, mais on va jamais jusqu'au bout. On va observer les Anglais qui viennent acheter des maisons, on va observer tous ces millionnaires en Californie qui pourtant n'ont rien fait de particulier, quoi. Ils ont juste travaillé et ils arrivent à la retraite avec 1,5 million, 2 millions. Voilà comment ils font. Voilà comment ils font. Et pour vous dire à quel point les gens ne comprennent rien à l'économie, un auditeur m'a dit « L'Observateur, tu dis n'importe quoi ». J'avais écrit sur Twitter, justement, j'avais parlé de ce rapport de l'INSEE qui expliquait qu'on aurait bientôt 1,7 actifs pour 1 non actif. Il me dit « Oui, mais le PIB augmente, la richesse augmente, tu dis n'importe quoi, les profits augmentent, donc on ne sera jamais à court d'argent ». J'avais envie de lui répondre « Mais ce que tu es en train de décrire, les profits qui augmentent, c'est la retraite par capitalisation. C'est pas la retraite par répartition. Parce que la retraite par répartition est complètement décorrélée des profits. La retraite par répartition, elle est basée sur les salariés. Donc c'est une pauvre tête de pipe qui travaille pour une pauvre tête de pipe inactif. C'est le pauvre salarié qui travaille qui paye la retraite de l'inactif. Donc même s'il travaille pour une entreprise qui travaille pour Total, qui fait des milliards, eh bien le retraité n'en profite pas parce que le retraité, il attend que le pauvre salarié lui paye sa retraite. Et ce que permet la retraite par capitalisation, c'est justement capter une part des profits. C'est ça la retraite par capitalisation. Vous êtes payé comment ? Vous êtes payé par des dividendes. La bourse vous paye des dividendes, en plus de l'augmentation du capital. Il y a des boîtes qui ne payent pas de dividendes, comme Apple. Pourquoi ? Parce que Apple réinvestit son argent. Ils ont un budget recherche énorme, ils ont un budget développement énorme. Donc même si tu ne touches pas de dividendes, tu profites de l'augmentation du capital d'Apple. Donc pour tous ceux qui disent « Ah bah le capital, nous on veut profiter de ce que rapportent les profits, l'économie, on n'a jamais rien, on a des miettes, les entreprises se font des milliards et nous on a des miettes ». Comment tu prends ta part du capital ? Et c'est ça que racontait Jack Bogle. Comment tu prends ta part du capital ? Tu prends ta part du capital en devenant actionnaire. C'est le seul moyen de prendre ta part du capital. Faut généraliser l'actionnariat en France. Et même l'actionnariat est un mot galvaudé. Lorsqu'on dit actionnaire en France, on pense toujours millionnaire. On va être très simple et très clair. L'actionnaire, c'est celui qui détient des actions. Si tu achètes une action, tu es actionnaire. C'est aussi simple que ça. L'actionnaire est la personne qui détient des actions. Après, tu as de gros actionnaires avec des millions, des milliards de liquidités, et tu as de petits actionnaires comme tous les retraités anglais et américains. Donc le seul moyen de prendre sa part du profit, de prendre sa part du marché, c'est de devenir actionnaire et d'investir sur un fonds diversifié qui te paye des dividendes, qui cumule. Einstein avait dit que les intérêts composés étaient la force la plus puissante de l'univers. Et quand on voit la démonstration des 200 euros par mois qui finissent à 1,3 million, tu comprends ce qu'il voulait dire. Et voilà comment le marxisme se pète la gueule. Si tu as le Capital de Karl Marx sur ton étagère, tu le prends, tu ouvres la fenêtre, tu vérifies qu'il n'y a personne en bas et tu le jettes. Et je vais vous dire pourquoi Karl Marx est fini. Marx est mort, c'est terminé. Marx faisait le rapport capital, travail, profit, travail, les outils de production détenus par la bourgeoisie et le capital et les travailleurs. Sauf que, il se passe quoi aujourd'hui ? Le travailleur est en train de disparaître. L'ouvrier est en train de disparaître, remplacé par la machine, remplacé par le robot. Donc, Monsieur Marx, la lutte ouvrière, quand il n'y a plus d'ouvriers, ça donne quoi ?
Marx éclatait au sol. Fini. Il n'avait pas vu l'intelligence artificielle arriver, il n'avait pas vu ChatGPT, il n'avait pas vu les robots travailleurs, il n'avait pas vu ça. Il est resté sur une dualité entre les outils de production et les travailleurs. Aujourd'hui, on aura des outils de production, mais on n'aura plus de travailleurs. D'où la nécessité de sortir de ce système par répartition qui taxe le travailleur. Pourquoi ? Parce que le robot ne sera pas taxé. Et c'est dramatique parce que le robot produira de la richesse, mais dans le système français, il ne sera pas taxé. Pourquoi ? Parce que le système par répartition taxe l'humain. Il taxe pas le profit, il taxe pas le capital, il taxe l'humain. Donc moi, demain, si j'ouvre une usine avec la robotisation généralisée, je vais acheter des machines-outils, des bras robotisés, des chaînes de montage automatisées, je vais embaucher 2-3 ingénieurs pour vérifier que tout ça marche bien. Et derrière, j'ai quasiment plus de charges salariales. J'ai que des robots, j'ai que des machines. C'est ça que Marx n'a pas vu venir. Il n'y aura plus de lutte ouvrière. La lutte ouvrière est morte parce qu'il n'y a plus d'ouvriers. Le rapport aujourd'hui, si on devait réécrire Marx, c'est pas le rapport capital-travail, c'est pas le rapport bourgeoisie-monde ouvrier, c'est le rapport capital-machine, capital-robot, capital-intelligence artificielle, capital-ChatGPT. C'est ça le rapport. Marx avait tout faux. Il y a un auditeur qui m'a dit « Qu'est-ce que tu penses de Francis Cousin ?» Francis Cousin est intéressant au passage parce que c'est l'un qui parle le mieux de Marx, mais là où je ne le suis pas, c'est qu'il adhère à la philosophie marxiste. Et l'un des piliers de la philosophie marxiste, c'est qu'il essaye de faire du darwinisme inversé. À l'époque, les nobles disaient ou se considéraient comme la classe supérieure, et les ouvriers, les paysans, c'était la classe inférieure, et Marx essayait d'inverser les rôles en disant « Non, non, le bourgeois c'est le parasite, le bourgeois et le capitaliste sont des parasites, et en réalité l'homme supérieur c'est l'ouvrier, c'est lui qui produit. » Eh bien, le temps lui aura donné tort. Pourquoi ? Parce que le bourgeois, le capitaliste, a toujours les moyens de production. Et pire, il n'a plus besoin de l'ouvrier. Voilà comment toute la philosophie marxiste s'éclate au sol. Ne parlez plus de lutte ouvrière, nous n'avons plus besoin d'ouvriers. Et là, je suis pas en train de vous dire c'est bien, c'est pas bien, je suis en train de vous raconter ce qui est en train de se passer. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne réalisent pas les avances phénoménales de la robotique, de l'intelligence artificielle, qui sont encore là, c'est la lutte finale. Non, c'est la lutte, rien du tout. Tu vas t'éclater au sol, tu vas être grand remplacé par les robots. Même les gens du grand remplacement sont débordés aujourd'hui. Ils sont encore là, ouais, les ouvriers étrangers prennent les boulots des ouvriers français. Non, le robot est en train de prendre le boulot de l'un et l'autre. Le travailleur français et le travailleur étranger, les deux dehors, remplacés par le robot. Toutes vos théories marxistes, toutes vos théories du grand remplacement sont éclatées au sol. Oui, on va être grand remplacé, mais on va être grand remplacé par les robots. Pas par qui vous pensez. On va être remplacé par les machines. Et c'est à ce moment-là qu'interviendra le salaire universel. C'est ce qui va se passer parce qu'il n'y aura pas d'autre alternative. Ce qui est en train de se passer, c'est que on est en train de produire une quantité de richesse phénoménale. Grâce à l'automatisation, grâce à l'intelligence artificielle qui va optimiser de façon spectaculaire la façon dont on travaille. Spectaculaire, c'est un truc de fou. ChatGPT, c'est de la rigolade par rapport à ce qui est en train de se préparer. ChatGPT, c'est... Alors, faut vous dire que c'est la version qu'on veut bien donner au public. C'est une version bridée, c'est une version lourdement contrôlée parce qu'on ne peut pas laisser un outil aussi puissant en roue libre. Quand ChatGPT avait été lancé au départ, ils ont tout de suite eu peur parce qu'il y a des gens qui se sont amusés à demander à ChatGPT comment on fabrique des bombes, quel est le meilleur moyen, quel est le meilleur mélange d'acide, de machin, de base pour créer la bombe la plus efficace. Il y a des malades qui ont commencé à demander des trucs de fou à ChatGPT et les créateurs ont tout de suite compris qu'il fallait brider cet outil. Parce que tout le monde n'est pas aussi sain que vous et moi. Tout le monde ne fera pas une utilisation utile, pratique de ChatGPT. Il y a des malades qui vont poser des questions bizarres pour faire du mal et
Je sais pas si c'est une mauvaise idée de brider ChatGPT. Au départ, ça m'avait agacé parce que il y a une tendance un peu gauchiste dans ChatGPT, tu vois. Tu poses des questions sur le féminisme, tu as toujours des réponses lissées, préparées. Mais je me suis dit qu'elle a été aussi bridée pour d'autres raisons. Il y a des personnes qui peuvent nuire, qui peuvent faire du mal avec un outil aussi puissant. Donc imaginez de quoi est réellement capable l'intelligence artificielle. Ce que vous voyez là, c'est rien, c'est même pas le sommet du iceberg, c'est un micronième du sommet du iceberg. C'est rien par rapport à ce qui est en train de se préparer. Et t'as encore des gens qui parlent de lutte ouvrière. C'est la lutte finale. C'est la lutte rien du tout. Tu vas te faire savater. Si tu ne te décides pas à t'éduquer et à comprendre comment fonctionne le monde, tu vas te faire savater. Skynet va t'éclater. Skynet va t'humilier. Terminator, c'est plus un film de science-fiction. Terminator, c'est un documentaire. Dans 50 ans, on présentera Terminator comme un documentaire sur les débuts de l'intelligence artificielle. Les enfants vont voir ça à l'école et vont dire « Ah ouais, c'est vrai, c'est comme ça que ça a commencé. » C'est un peu parti en couille à la fin, mais ouais, au départ, c'était comme ça. Autre chose, Marx disait que le capitalisme créait de la pauvreté, le capitalisme ne fonctionnait pas parce qu'il ne permettait pas de redistribution de la richesse, parce qu'il n'était pas possible dans ce système de redistribuer la richesse. Il avait complètement tort parce que qu'est-ce qui s'est passé plus tard ? Eh bien, on a taxé le capital. C'est comme ça que les social-démocraties sont nées. Comment le socialisme a été possible ? C'est par une création impressionnante, fulgurante, abondante de richesses qu'on a par la suite taxé et qu'on a redistribué. Sur quoi sont basés les systèmes sociaux ? Ils sont basés sur la redistribution. Redistribution de quoi ? Redistribution des richesses. D'où proviennent ces richesses ? Elles proviennent du capital. Marx avait encore tout faux parce que le capitalisme a trouvé une façon de redistribuer la richesse, d'abord en la créant, d'abord en créant des quantités phénoménales de richesse, ensuite en les taxant et enfin en les distribuant. Donc Marx avait complètement tort lorsqu'il disait qu'il n'y avait que l'appropriation des moyens de production par les travailleurs qui pouvait permettre de redistribuer la richesse. Il avait complètement faux. La taxation a permis de redistribuer la richesse. C'est ce qui a donné la prospérité formidable de l'Occident pendant toutes ces années, avant que la taxation ne dégénère, qu'elle devienne trop lourde, toxique, parasitaire, jusqu'à même parasiter le capital même qui avait permis sa prospérité. Et Marx avait aussi tort lorsqu'il disait que le seul moyen de partager la richesse, c'était l'appropriation des moyens de production par les ouvriers. C'est faux, c'est archi faux. On sait ce qu'ont donné toutes les coopératives agricoles, industrielles. Ça a donné de la merde, ça a toujours mal fini. Et le pire, c'est que je comprends pas les gens qui remettent en cause cet échec du communisme. On a eu un truc qui s'appelle le mur de Berlin. On a construit un mur, les communistes à l'est, les capitalistes à l'ouest. Et on leur a dit que le meilleur gagne. C'est ça le mur de Berlin. T'as un mur entre deux mondes, deux économies, et on a dit que le meilleur gagne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Des millions de gens ont essayé de se sauver, de fuir l'Est communiste. Personne n'a jamais fui l'Ouest pour aller à l'Est. Personne. Personne. De mémoire de soldats, de gardiens, de militaires, de policiers qui ont travaillé sur ce mur pendant des années, on n'a jamais vu quelqu'un sauter de l'Allemagne de l'Ouest vers l'Allemagne de l'Est. Jamais. C'était toujours les habitants de l'Est tentant de fuir la misère qui essayaient de sauter le mur, parfois au péril de leur vie parce qu'ils se prenaient une balle. Il faut savoir que les gardiens, les militaires qui surveillaient le mur de Berlin ne surveillaient pas les Allemands de l'Ouest parce que eux ils bougeaient pas, faut être fou pour sauter à l'Est. Et ils ne surveillaient que les Allemands de l'Est pour éviter qu'ils sautent à l'Ouest. Donc on l'a l'exemple, on a fait la tentative, on a donné les moyens de production aux ouvriers et on sait ce que ça a donné. Je vais le dire encore, de la merde. Donc le salaire universel va s'imposer parce qu'on va produire une quantité phénoménale de richesse, sauf qu'on n'aura plus besoin du travail, ni du travailleur, ni de l'ouvrier. Et là, au choix, ou c'est le paradis, pour la première fois l'humain s'affranchit du travail, et là c'est le rêve de Marx qui se réalise, mais grâce au capitalisme,
Parce que Marx disait, il faut abolir le travail, il faut abolir l'État, liberté totale, il y a un petit côté anarchiste chez Marx, mais paradoxalement, cette liberté totale, ça finit avec l'Union soviétique et le goulag. Certains disent que la philosophie de Marx a été déformée, que l'Union soviétique, c'est pas vraiment Marx, ce qui est vrai en partie. Mais bon, on sait que ça a mal fini, ou du moins que ceux qui se sont inspirés de Marx ont mal fini. Et ce que Marx n'avait pas vu venir, c'est qu'on ira vers l'abolition du travail, mais pas de la façon dont il pensait. On ira vers la suppression et l'abolition du travail parce que la machine va nous en libérer. Et là, c'est ou le paradis ou l'Armageddon. Le paradis parce que ne plus travailler, ça a toujours été le rêve de l'homme, ne plus rien faire, l'abondance totale sans travailler. Peut-être l'Armageddon parce qu'on n'est pas fait pour ne rien faire. On voit d'ailleurs que quand les gens tournent en rond, quand ils n'ont pas de travail, ils commencent à faire de la merde. On a vu comment les gens ont pété un plomb pendant le Covid, ont commencé à faire n'importe quoi, ils étaient scotchés sur Internet à faire des bêtises. Enfin, il n'y a rien de productif qui en est sorti. Donc la oisiveté nous mène à une forme de dégénérescence. Et pour moi, le challenge, ça va être comment on va concilier salaire universel et sens. Comment les gens qui vont toucher ce salaire universel et qui n'auront plus besoin de travailler vont encore donner du sens à leur vie. Et c'est une vraie question philosophique quand on voit comment tous les oisifs perdent la tête, comment les gagnants du loto perdent la tête et finissent par dilapider leur fortune, comment tous ceux qui n'ont pas de sens plus profond à leur vie, quand on voit comment ils évoluent, on peut se poser la question de ce salaire universel, parce que au début, ça va être génial. T'as pas besoin de travailler, tu vas voyager pendant 3 mois, tu vas faire une passion, une activité pendant encore 3 mois, mais ça, c'est pas quelque chose que tu fais pendant des années. À un moment, tu vas commencer à tourner en rond, et l'objectif, ça va être, ou la question, ça va être comment on va t'empêcher de faire des bêtises. Donc peut-être qu'il faudra adosser ou conditionner ce salaire universel à une forme d'activité. Les gens devront faire des choses. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment. Cette société n'existe pas encore. On ne sait pas comment on va se dépatouiller de ce truc. Mais en tout cas, on va vers un changement civilisationnel comme jamais. Ça ne sera pas demain. Ce que je vous annonce, c'est à l'horizon 50 ans, un siècle. C'est pas un truc qui va se passer demain. Mais ce qui est certain, c'est que ça va arriver. Et pour ceux qui sont sceptiques, qui disent « ouais, t'exagères, on aura toujours besoin des humains », mais c'est déjà en train d'arriver. Vous avez vu les usines se vider? Vous avez vu une chaîne de montage aujourd'hui? Il n'y a plus personne sur les chaînes de montage. C'est que des robots automatisés. Il y a encore des pays comme la Chine, l'Inde, parce que la main-d'œuvre coûte rien et parce que les machines n'ont pas encore atteint le niveau de dextérité pour monter, souder certains composants. Mais ça va venir. Ça va venir. Et on a déjà besoin de 2, 3, 4 fois moins d'ouvriers. C'est déjà en train de se faire. Le métier de caissière est déjà en train de disparaître. Il reste des caissières ici et là, mais les caisses automatisées sont en train de se généraliser partout, un peu partout dans le monde, dans tous les pays développés. Il y a même des magasins Amazon incroyables. T'as plus besoin d'aller en caisse. Tu prends les trucs dans les rayons et il y a des caméras qui savent ce que tu as acheté et quand tu sors du magasin, tu es automatiquement débité. On sait ce que tu as pris et tu es débité automatiquement. Bientôt, on pourra lire dans tes pensées, on va te dire t'as consommé tant, t'as réfléchi à ci, à ça, voilà combien ça te coûte. C'est incroyable le monde vers lequel on va. Et voilà pourquoi il faut impérativement décorréler, déconditionner la retraite aux individus et au travail, parce que la valeur travail va disparaître. Le profit sera toujours là, le capital sera toujours là, la création de richesse sera toujours là, mais l'individu qui travaille n'existera plus. Donc qu'est-ce qu'on va taxer? Vous allez taxer quoi? Les robots ne cotisent pas. Les machines ne cotisent pas. Donc le seul endroit où on peut prendre de la richesse, c'est le profit. Le profit du capital. Et comment on récupère sa part du capital? Pas en cassant des vitrines, pas en manifestant, pas en faisant le fou dans la rue et en criant machin d'émission et mon cul sur la commode. C'est pas comme ça que tu vas prendre ta part du capital. En agissant comme ça, tu vas te prendre un bâton de CRS dans la gueule et tu vas rentrer à la maison aussi pauvre que t'étais.
la seule façon de prendre sa part du capital, la seule façon de profiter du rendement du capital, c'est par l'actionnariat. Et donc, il faut pousser les gens à devenir actionnaires, il faut qu'ils prennent des parts dans les entreprises, il faut qu'ils investissent une partie de leurs revenus pour leur avenir dans l'outil de production. Quand tu achètes des actions Apple, tu as investi dans l'outil de production Apple. Alors, je ne suis pas pour les actions individuelles, je ne recommande pas ça. Je suis pour les fonds indiciels. Vous ne devez investir que dans des fonds indiciels parce que c'est les seuls qui sont suffisamment diversifiés sur 500 entreprises comme le S&P 500 ou sur 3000 voire 6000 entreprises sur des indices mondiaux comme le MSCI World, le FTSE All World, etc. Et pour conclure, je vais dire que ceux qui sont encore là à défendre la retraite par répartition sont des criminels. Et ils sont des criminels malgré eux. Je ne pense pas qu'il y ait volonté de nuire, mais comme on dit bien souvent, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font du mal par incompétence. Pas par volonté de nuire, mais par incompétence. Et aucune phrase n'a mieux représenté cette agitation autour de la défense de la retraite par répartition que cette phrase « L'enfer est pavé de bonnes intentions ». Ces gens qui défendent la retraite par répartition sont en train de défendre la retraite à 1 000 euros, 1 200, 1 400 euros, sont en train de préparer la pauvreté des personnes âgées, sont en train de préparer toute une génération, les milléniaux, à la pauvreté. Les milléniaux qui sont à 25 ans de la retraite, entre 25 et 30 ans de la retraite, on est en train de les préparer à la pauvreté. Est-ce que vous réalisez que vous êtes en train de manifester pour toucher 1 400 euros par mois? Vous êtes en train de faire du bruit, vous êtes en train de crier, de brûler, de casser pour 1 400 euros par mois. C'est fou lorsqu'on y pense. Tu serais en train de crier dans la rue pour toucher 4 000 ou 5 000 euros par mois. Moi, le premier, je te dirais, vas-y, défends ton bout de gras, vas-y, bats-toi, t'as raison. Mais je ne vais pas t'encourager à manifester pour toucher 1 000 balles par mois. 1 400 euros, c'est la retraite moyenne. Ça veut dire qu'il y a des millions de gens qui toucheront beaucoup moins que ça. Et on les verra se balader dans les marchés, à la fin des marchés, pour essayer de trouver une banane à moitié prix, une salade, une pomme à moitié pourrie mais qui est encore comestible. Voilà le type de retraité qu'on est en train de préparer. Le gauchiste est la représentation même de cette citation. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Tous les gauchistes sont pleins de bonnes intentions. Ça commence comme ça. Même les mecs qui ont construit les goulags, ils ont commencé avec une bonne intention. Ça commence toujours comme ça. Et ça finit avec des séquestrations, des violences, de la délation, une société qui part en couille. Ça commence, le gauchiste, c'est toujours ça. Ça commence avec une bonne intention et ça finit en enfer. Ça commence avec l'argument humaniste, l'humanité, faut sauver l'humanité, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, faut aider tout le monde, et ça finit en goulag. C'est ça le gauchiste. Et à tous ceux qui défendent la retraite par répartition, vous réécouterez ce podcast dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, il sera toujours d'actualité. Vous êtes en train de préparer l'enfer. Vous êtes en train de préparer la pauvreté des futurs retraités. Vous êtes en train de préparer la misère. Donc je vais vous donner 2 conseils. 2 conseils sympathiques, honnêtes, amicaux. 2 conseils. Le premier, c'est éduquez-vous. Essayez de comprendre de quoi vous parlez. Quand vous parlez de Vanguard, de BlackRock, de la retraite par capitalisation, essayez de comprendre de quoi vous parlez. Et ensuite, le deuxième conseil que je vous donnerai, c'est taisez-vous. Taisez-vous. Taisez-vous parce que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.